Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canapé d'un monde de jeux avec toute l'équipe de Silex. Est-ce qu'on a toute l'équipe ici sur le canapé? Quasiment, mais pas tout à fait. Alors je vais tenter de vous les présenter. Nous avons Pierre, bonjour Pierre. Bonjour Martin. Bonjour Florian. Bonjour Martin. Et bonjour Caro. Salut Martin. Vous êtes donc un éditeur qu'on commence à bien connaître puisque vous le voyez derrière moi, on a quelques-uns des jeux que vous avez publiés. Il commence à y en avoir un certain nombre. On les suit toujours avec beaucoup d'intérêt. On est ravis de pouvoir vous recevoir pour pouvoir évoquer, comme on le fait d'habitude sur le canapé, votre histoire, votre parcours, les jeux que vous aimez bien. Parce qu'on va parler de jeux Silex, mais pas forcément que de jeux Silex. Et puis, ce qui va nous arriver en termes de jeux, parce qu'on a envie de les découvrir. Comme toujours, j'ai mon téléphone en main et je vais envoyer sur l'écran les différentes images sur lesquelles vous pouvez réagir. C'est des images aussi pour pouvoir discuter. Alors, on commence par la première question. On n'a pas forcément toute l'équipe de Silex. Il y a d'autres personnes qui travaillent avec vous? Alors, il y en a évidemment plein, des auteurs, des illustrateurs, etc. Mais on a aussi Thomas qui est pas là, qui lui intervient sur la partie d'aller visiter les boutiques pour... J'ai trouvé les images de l'équipe à chaque fois. Thomas qui est en avant-dernier là. Ouais. Donc qui passe dans les boutiques pour faire connaître un petit peu nos jeux aux gens des boutiques, puisque tout le monde ne les connaît pas. Et donc les deux dernières Mère Noël qu'on a là-bas, au bout, c'est Katia et Noé qui s'occupent de faire les jolies petites vidéos qu'on a de différentes formes, des trailers, des petits trucs en stop motion, des trucs assez créatifs, sympas qui nous on les appelle souvent canoë. Quand on, ouais, voilà, exactement. J'ai cherché les images. Il n'y a pas tellement de photos d'équipe, donc on est parti là-dessus. C'est vrai. Et il y en a peu sur votre site, sur Facebook, tout simplement. Et il y a Steph? Oui, c'est ce que je dis, les personnes qui interviennent aussi ponctuellement sur des parties graphiques, des auteurs, des illustrateurs, etc. Ouais. Plus difficile à voir en festival parce qu'il est au Canada. Parce que voilà, donc quand on parle effectivement de l'équipe, c'est plus en France qui interviennent aussi dans les festivals, voilà, tous ces trucs-là, quoi. Silex, c'est une maison d'édition qui existe maintenant depuis un certain temps, quelques années. C'était 6 ans. 6 ans. Ouais. Vous avez traversé l'époque du Covid, la période. Ça va être un marqueur fort, parce qu'à chaque fois qu'on fait un canapé avec des éditeurs, on revient sur cette période-là. Le premier jeu que vous avez publié, moi je l'avais pledgé, il y avait une campagne de financement participatif. Ouais. C'est Dreamscape. Alors là, on a votre version qui est sous cello, mais la mienne elle est juste là au-dessus. Le Dreamscape. Ça, c'est un jeu qui avait été financé donc sur Kickstarter à l'époque. Oui, c'est ça. Ouais. Un projet que vous aviez. Alors, c'est tous les deux? Comment ça, dans quel sens? Vous étiez déjà tous les deux quand vous avez lancé ce jeu? Oui, c'est ça. Ouais. Moi, c'est l'auteur David Oslos, je l'avais rencontré juste avant qu'on lance Silex, puisque j'étais déjà dans le monde du jeu juste avant. On avait commencé à avancer sur ce jeu-là, et puis on s'est dit que ça serait une bonne chose comme premier projet pour lancer Silex, d'amener ce jeu sur Kickstarter, parce qu'il y avait toute cette mécanique de base, et puis d'autres idées qui fourmillaient un peu dans tous les sens pour avoir des extensions directement qui allaient se faire avec. D'où le fait que, alors qu'au départ David pensait qu'on allait faire quelque chose de traditionnel dans la sortie, il dit on pense qu'il y a un potentiel pour faire ça sur Kickstarter, on lance cette nouvelle structure, et puis c'est là qu'il nous a suivis pour faire tout ça. Oui. Ouais, puis il y avait vraiment une volonté aussi d'aller chercher ce qui était Kickstarter à cette époque, il y a 6 ans en tout cas, ça l'était encore, c'était de pouvoir financer des projets en disant aujourd'hui on n'a pas forcément les sous, donc faites-nous confiance et confiez-nous votre argent. On va vous faire un jeu qui va répondre à vos attentes. Et du coup, on avait aussi l'assurance de pouvoir être financé sans que nous, au départ, nous ayons forcément les fonds. Donc ça a vraiment lancé Silex pour à la fois le jeu, mais aussi à la fois pour la structure et financer la structure. Puis ça nous a fait notre première carte de visite pour dire ok, on est là. Voilà ce qu'on peut proposer. Oui, il avait bien fonctionné d'ailleurs sur Kickstarter, si je me souviens bien à cette époque-là. On a fait 120 000, quelque chose comme ça. Ouais, il a été plutôt très bien financé. En plus, c'était une période où c'était pas forcément évident, parce qu'il y avait plusieurs autres éditeurs qui avaient lancé à peu près à la même période et ça avait plutôt échoué. Donc on avait eu évidemment cette crainte aussi de dire mince, on débarque, on est personne, qu'est-ce qui va se passer? Et au final, c'était plutôt très très bien passé. En tout cas, on avait quelques objectifs, mais ça avait vraiment dépassé nos objectifs et nos attentes. Et puis ça a permis de lancer le jeu aussi dans une démarche internationale, parce que le jeu, une fois que le Kickstarter avait été livré, ça a permis de le déployer sur certains pays qui n'étaient pas forcément notre cible au départ, et ça a vraiment lancé Silex sur le jeu en général et sur l'international aussi. Donc très belle expérience. 2017, premier jeu, Dreamscape. Alors je vous ai posé la question de savoir si vous étiez deux à ce moment-là dans la boîte.
pour construire Silex Édition, tu n'étais pas encore là, Caro. Ah non. Toi, tu es arrivé un petit peu plus tard. Tu me dis, ça fait un an Ouais, un peu plus d'un an là, mais ouais. Donc on va parler directement de ce que tu fais chez Silex. Alors moi, je gère la partie communication, l'événementiel aussi, et puis un tas d'autres choses, quoi. On est une petite boîte, donc je peux participer à plein de choses, relecture, voilà. En gros, ce que je fais, quoi. Plein de choses de communication, quoi. Variées. Et alors, une question qu'on pose directement quand on reçoit un éditeur, vous êtes localisé où? Vous n'êtes pas sur le même lieu? Pas exactement. Flo et moi, on est en région parisienne. Oui. Flo est du côté de Cergy, donc au nord-ouest de Paris, grosso modo. Ouais. Moi, je suis à Limours, qui est au sud-ouest de Oui, Paris. donc c'est pas à côté non plus. C'est pas à côté. Vous faites pas tous les soirées jeux ensemble. Non, on s'en fait trop peu. Ce qu'on disait en venant ici, c'est que c'était une occasion de plus d'arriver à se voir, parce que c'est pas... On peut pas se faire ça quotidiennement, ni même hebdomadairement. Et alors avec Caro, qui est à côté de Béziers, voilà, donc c'est encore plus compliqué. C'est pas le même coin, mais tu as une bonne connaissance des réseaux sociaux, c'est indispensable pour pouvoir faire justement la communication. Oui, il faut avoir le goût pour ça. Ouais. Et alors pourquoi vous travaillez avec Caro? Je vous pose la question. Alors déjà parce que nous, justement, la connaissance des réseaux sociaux, de la com, tous ces trucs-là, c'est des trucs sur lesquels on n'est pas bon, qu'on sait pas faire et qu'on sait pas déjà à une fréquence assez importante. Alors, ça vous plaît pas, quoi? C'est pas quelque chose qui vous Oui, c'est pas dans notre instinct de le faire. Ouais, c'est clairement pas notre ADN. Et c'est ce qui faisait qu'on le faisait pas bien et qu'on se disait qu'on n'était pas assez présent, qu'effectivement on voit pas les jeux qu'on fait, on les identifiait pas comme étant Silex à chaque fois. Et puis on a rencontré Caro parce que nos jeux lui plaisaient déjà au départ. Oui. Moi, première chose. Avec Flo bien avant de faire partie de Silex, quoi. Je lui parlais sur Insta. Ouais. Et puis après on s'est rencontrés en festival et puis voilà, on s'est vu en vrai, on a sympathisé, quoi. Puis on a continué à parler et puis un jour Flo il m'a dit oui Caro, la com c'est la galère et tout, et puis là j'ai dit si tu veux je peux te donner un coup de main, quoi. Voilà comment ça a commencé à peu près, quoi. Parce que ce qui comptait vraiment pour nous c'est d'avoir quelqu'un qui parle de nos jeux parce qu'il les aime autant que nous, avec le même enthousiasme, la même spontanéité qu'on peut avoir sur des festivals mais qu'on n'a pas sur les réseaux sociaux. Et du coup, le naturel qu'avait Caro parmi tout ça, ça nous a tout de suite intéressés. Puis voilà, son naturel, tout ce qu'elle apporte sur cette fraîcheur, cette spontanéité, cet enthousiasme, cet engouement pour nos jeux, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Elle avait la compétence aussi que nous n'avions pas, où à chaque fois on était en train de se forcer à faire quelque chose qui était à la fois long, pénible, et c'était peut-être pas une souffrance, c'est un peu exagéré, mais... On était vraiment à chaque fois sur le reculoir à dire il faut qu'on fasse de la communication pour qu'on existe, pour que ce jeu puisse arriver. Et en fait c'était tellement naturel pour Caro qu'on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire ça alors qu'en fait il y a des gens qui le font très très bien et qui aiment ce qu'on fait, donc autant essayer de lier les compétences et de nous libérer de ce temps-là pour faire autre chose mieux, alors que Caro le fait très très bien pour nous aujourd'hui. C'est une partie qui prend du temps, quoi. Ouais, ça prend énormément de temps et puis ça prend une énergie aussi pour... de savoir communiquer vers les gens. C'est aussi très 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 compliqué de savoir quoi adresser, comment l'adresser. Il y a une formulation que nous on ne maîtrise pas non plus dans les réseaux sociaux et la variété de ces réseaux sociaux, donc, et Caro baigne dedans, donc c'était une aubaine, quoi. Ce sont des choses qui sont importantes aussi et nous on est toujours curieux de savoir comment fonctionne un éditeur et on le voit là aujourd'hui vous êtes présent sur le canapé, Caro tu es là aussi, donc il y a une nécessité non seulement à savoir éditer les jeux, mais si vous êtes là, c'est savoir en parler, savoir les faire connaître et montrer aussi toute l'énergie et toute l'originalité que vous pouvez avoir dans la construction de ces différents jeux. On a parlé du tout premier jeu, on n'a pas parlé de votre rencontre. Comment ça se fait que vous travaillez ensemble, indépendamment de ce jeu sur Dreamscape? C'est un fait de hasard aussi, vas-y. Non, vas-y, t'es lancé, je t'en prie, continue. Il faut avoir la même version, c'est tout ça. Ça sera la même. Il y a eu une seule version, après c'était en fait, mon frère venait dans une boutique où Pierre avait travaillé, ils avaient sympathisé, et les choses ont fait qu'à un moment Pierre a dit tiens, si on faisait, j'aurais bien envie de faire un jeu de société. Moi, une boutique de jeu. Oui, alors au départ moi j'étais dans cette boutique de jeu et puis après moi j'ai travaillé dans le monde du jeu où j'étais associé dans une autre boîte d'édition. Et puis comme on n'avait pas les mêmes manières d'avancer sur les choses, sur les mêmes valeurs, sur les jeux, sur tout un tas de choses, quoi, on s'est dit que ça serait bien qu'on arrête de bosser ensemble, mais moi j'avais envie de continuer à faire les choses qui me plaisaient. Et de là, comme Philippe, donc le frère de Flo, avait envie aussi d'avoir un pied dans le jeu, et que Flo était dans une période transitoire, quoi,
au niveau de son boulot. Il dit je vais vous présenter, peut-être qu'il y a un truc qui va se passer, peut-être qu'on peut faire un truc ensemble. Et c'est de là qu'en 3 heures, j'ai sélectionné à peu de choses près. Ouais. En fait, je suis arrivé avec Dreamscape, ce que j'avais dessus, etc. On présentait ça à Flo. On a discuté de ce que lui il apportait, parce qu'évidemment, on a des compétences qui sont très complémentaires. Parce que Flo est sur toute la partie logistique, financière, administrative, et moi sur toute la partie éditoriale. Oui. Donc c'est comme ça que ça s'est le construit au directeur départ. de projet. Oui, vous savez, et puis éditorial, quoi. Ouais, c'est ça, global. Et donc c'était ça, c'est de se dire, il y a notre engouement pour le même type de jeu, et au-delà de ça, nos compétences qui vont pouvoir rentrer en complémentarité pour faire quelque chose, quoi. Et de là, on est parti, et puis voilà, quoi. Alors on a quand même eu du bol, parce que sur la durée, on aurait pu se dire, au bout de 3 mois, finalement, ça colle pas du tout, on s'entend pas, etc. Puis en fait, ça l'a fait. Ce qui veut pas dire que ça le fait toujours en toute souplesse tout le temps, mais c'est des débats houleux parfois, énervés parfois, mais qui apportent du plus. Parce que dans tous nos débats, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas des débats d'ego, c'est des débats pour essayer de faire avancer Silex. Oui, c'est ça. Et donc on s'écoute, même si il faut parler fort à des moments, on s'écoute quand même à la fin pour se dire, ok, qu'est-ce qui sera le plus intéressant, le mieux pour Silex. On sait qu'on a cette complémentarité, donc on n'est pas en train de dénigrer le travail de l'autre, on est en train de se dire il y a des échéances pour l'un ou pour l'autre, des échéances de qualité ou des échéances de délivrerie, donc de livraison de produits pour dire il faut qu'on puisse être présent sur le marché parce qu'il faut qu'on puisse vendre des jeux simplement pour que la boîte puisse continuer à exister. Et ces complémentarités-là, elles n'ont jamais été remises en cause. Et après, on peut avoir des débats sur plein de choses, mais c'est vraiment le cœur de ce qui fait fonctionner Silex aujourd'hui. C'est la complémentarité des rôles. Chacun est dans un rôle et respecte l'autre dans son rôle. Et ça, c'est vraiment le cœur de Silex. Chacun a trouvé sa place, quoi. Oui, parce que de toute façon, dans une maison d'édition, il y a des choix qui sont à faire et il n'y a pas forcément une bonne solution. Très souvent, il y a plusieurs choix, on ne sait pas lequel est le bon. Il faut en choisir un et de ce fait, il y a des débats qui peuvent se poser à plein d'étapes différentes. On le voit à chaque fois qu'on fait un format canapé. Il y a des itinéraires qui sont pris. Parfois, il y a des succès, parfois il y a des erreurs. Et ça arrive, c'est impossible de faire une maison d'édition et de n'avoir que des succès. Parce que j'ai pas d'exemple, très peu. Non, mais même quand on regarde ce qui est nos succès aujourd'hui, à ce qu'est Silex dans sa structure aujourd'hui, il y a des choses qu'on juge comme des réussites et pourtant on le ferait quand même autrement parce qu'on a aussi acquis une certaine expérience, une maturité, à la fois dans la gestion de nos projets, puis on a réussi à s'entourer parce qu'au bout d'un moment, à tout faire tout seul, on sature aussi et on a besoin de pouvoir s'enrichir aussi d'autres compétences et on a réussi aussi à franchir quelques étapes. Maintenant, et c'est à chaque fois, comme on parlait tout à l'heure, Katia et Noé qui viennent nous rejoindre aussi pour des vidéos, on n'a pas ces compétences-là, mais on en a besoin aussi pour communiquer correctement. Mais c'est ce genre de choses qu'on a. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait la réussite de Silex, encore une fois, toute proportion gardée, mais c'est parce qu'on arrive à s'entourer des personnes qui ont la même pensée que nous et de la même ligne directrice de ce qu'on veut faire et la même conception du jeu de société. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Silex arrive à exister encore après le Covid. Alors, on a parlé du premier jeu, vous n'avez pas encore énormément de jeux, ce qui va nous permettre de revenir sur chacun d'entre eux, ce qui est intéressant aussi. Donc Roméo et Juliette, c'est le premier, ça a été un succès d'estime, on peut dire, puisque il a eu sa vie sur Kickstarter, c'était un vrai succès, et ensuite dans le commerce également, on a pu le trouver. Ouais, c'est ça. Il a eu une vie donc dans les boutiques. Roméo et Juliette, on en a beaucoup parlé, c'est un jeu qui a fait un peu l'unanimité au moment de sa sortie, de par son originalité mécanique et son thème aussi, qui est un thème assez porteur. Clairement. Mais en fait, la première chose qui nous a séduite quand donc Julien Protière et Jean-Philippe Sahu nous l'ont présenté, c'est la corrélation entre la thématique et la mécanique. C'est un truc qui est hyper important. Alors du coup là, c'est particulièrement pour moi, puisque faut vraiment que ça me parle, moi, l'adéquation entre les deux, parce que c'était un jeu sur l'amour, coopératif pour 2 joueurs. Donc tu vas y jouer avec qui? Avec ta compagne ou ton compagnon. C'est sur de la communication, le fait d'essayer de se comprendre, puisqu'il va falloir qu'on devine ce que veut faire l'autre sans forcément lui parler beaucoup. Donc ça va jouer sur la complicité, une forme d'empathie qu'on peut avoir vis-à-vis de la personne avec qui on joue. Et c'était super naturel. Et puis sur ce truc de on va combattre la haine qui déchire nos familles et faire essayer de grandir l'amour, c'était hyper raccord. Et puis une boîte qui était très sympathique, assez originale, qu'on avait envie de regarder, avec la boîte qu'on déballe complètement
et qui fait également l'air de jeu. Oui, tout à fait. Et ça, du coup, ça c'était une idée de quelqu'un avec qui on a bossé à l'époque. Mais ça a vraiment attiré l'attention. Et carrément, ça a été un chouette truc parce que ça donnait ce côté-là on voulait avoir un petit écrin, un truc qui fasse aussi cadeau, boîte de secret, de la Renaissance, enfin tous ces trucs-là qui se véhiculent avec. Et puis en plus, moi j'aime bien les trucs aussi feignants où en fait nous, en tant qu'éditeur, on a fait le boulot. Oui. Pour que les joueurs ne soient pas en train de bosser, mais fassent que jouer. Oui, la mise en place est simple. Voilà. Et tu vois, comme je t'expliquais aussi quand on discutait d'Amalfi sur ce truc-là, de se dire, en fait, on va arriver par un travail préliminaire d'édition à faire en sorte que les joueurs, à la mise en place, vont pas s'embêter avec tout ça. Alors après, on peut pas le faire tout le temps, autant qu'on voudrait, mais ça tend toujours dans cette direction. Et donc, quand Benjamin m'avait présenté les différentes idées de boîtes qu'il avait, et qu'il y avait celle-là, tout de suite, je disais, ouais, non, ça va être galère. On va s'emmerder à la faire, cette oui, boîte. Je pense, non, ça n'a pas été si simple. Ça n'a pas été si simple, non, ça n'a pas été si simple. Ça n'a pas été si simple. Ouais. De toute façon, c'est très simple, cette boîte-là n'existe pas en Europe en production, parce qu'aucun fabricant européen était capable de la faire. En fait, on a essayé de démarcher à un moment les différents fabricants, et en fait, ils nous répondaient qu'ils n'étaient pas en capacité de pouvoir réaliser ce qu'on voulait faire, et on a vu, c'est que partir vers la Chine pour ça. Oui. Et puis après, malgré tout, sur les fichiers, la manière de les agencer pour ce truc-là, selon les usines, avec les complexités de discussion qu'il peut y avoir avec les partenaires chinois des moments, il y a des moments où je me suis bien arraché les cheveux. D'ailleurs, quand on a fini, c'était à Cannes, c'était à 2019. Ouais, c'est à Cannes 2019, où en fait, j'arrêtais pas de me taper des allers-retours avec l'usine, avec des trucs. Je me dis, mais pourtant, j'ai l'impression que c'est clair ce que je leur dis, mais ça allait pas. À chaque fois, il y a des trucs qui foiraient dans les boîtes. Au bout d'un moment, je commençais à me dire, mais en fait, je suis en train de le faire n'importe comment, mon truc, il doit y avoir des trucs qui vont pas. Et puis, à ce moment-là, Flo, qui était en train de demander des devis aussi à d'autres boîtes et de voir ce qu'ils pouvaient nous apporter, me dit, écoute, donc c'était Longpack à ce moment-là, ouais. Et il me dit, écoute, balance-lui les fichiers, n'explique pas d'autres trucs, mais voilà, essaye d'envoyer les fichiers pour voir ce qu'ils peuvent en faire et tout ça. Et moi, honnêtement, je l'ai fait presque de mauvaise foi en me disant, oh, écoute, je balance les fichiers, je débrouille avec, mais moi, j'ai pas envie de me retaper, j'en avais marre, quoi. Et puis là, en fait, une semaine, même pas, 15 jours après, enfin, entre une semaine et 15 jours après, je reçois une boîte qui n'était pas parfaite, mais qui était 10 000 fois plus parfaite que toutes celles que j'avais eues avant. Donc là, déjà, ça te redétend un peu plus parce que tu te dis, ah oui, en fait, ils peuvent le faire, ils sont capables. Effectivement, tout ce que j'ai fait, finalement, en fait, si quelqu'un lit les trucs correctement et tout, ça marche. Ouais. Et on s'est dit, ok, ça va être jouable d'avoir un truc qui nous corresponde, qui aille correctement. Pour la petite histoire, Roméo et Juliette a presque failli ne jamais exister parce qu'on n'était pas, même en Chine où on disait oui, je vais le faire, ils n'arrivaient pas à le faire. En tout cas, le produit n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc à un moment, la question se posait réellement, comme dit Pierre, c'est qu'il se posait tellement de questions à savoir si c'était possible ou pas, il n'y arrivait pas. Et c'est là où, encore une fois, il y a cette complémentarité-là, c'est que je sais qu'il est en galère là-dessus, que ça il essaye de trouver des solutions, mais que ça n'avance pas. On essaye autrement. Et ça aboutit. Donc c'est fait partie de ces choses-là où on arrive effectivement à comprendre que l'autre est en souffrance de quelque chose et essayer d'apporter une solution. Après, on y croit pas, mais ça aboutit à quelque chose qui a pu faire quand Roméo et Juliette a existé sous la forme que Pierre avait imaginée et qu'il souhaitait avoir. Et donc c'était un vrai soulagement à ce moment-là. Que j'ai pas imaginé, mais que je voulais que tu voulais obtenir. En tout cas. Mais donc c'est un peu désolant de se dire qu'on est obligé de passer par la Chine parce qu'il n'y a pas moyen de le faire en Europe, même pas en France, mais en Europe. Par contre, c'est un jeu qui a bien fonctionné, qui a vraiment attiré l'attention, on en a beaucoup parlé l'année de sa sortie. Il continue à vivre, il continue encore, hein. Et il a été pas mal vendu, après, en France notamment, dans d'autres pays. Mais c'est un jeu qui est encore cité parce qu'on a eu la chance de tomber sur le Covid. Lorsque effectivement ce type de jeu-là a été demandé, c'est qu'en fait on se retrouvait sur un jeu à deux. Ouais, et c'est vraiment terrible de se dire, en fait, ça a été un bénéfice pour que ce jeu-là puisse arriver à exister réellement, parce qu'on se retrouvait vraiment une configuration à 2 joueurs confinés chez soi. Qu'est-ce qu'ils ont envie, les amoureux, de se raconter peut-être une histoire, amoureux ou pas d'ailleurs, mais il y avait vraiment la conjoncture des choses qui a fait que ce jeu a pu arriver dans le meilleur moment, où effectivement le jeu à 2 coopératif à 2 n'était pas encore si développé que ça. Et on est tombé sur le bon créneau. Ceci dit, hors du confinement, il est sorti quand même plus de 6 mois avant le confinement. Donc c'était déjà sa réimpression quand on est arrivé dans le confinement, où déjà il y avait des bonnes attentes et que ça marchait bien.
Alors moi j'ai une question sur vos jeux, les jeux de votre catalogue. Est-ce qu'ils sont encore tous disponibles en boutique? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà sortis? Parce que ça fait partie du cycle d'un jeu. Non, ils sont plus tous disponibles. Alors Café encore oui, Momiji sans doute un petit peu, mais oui, pas c'est pas forcément. très vieux Momiji. C'est pas très vieux, mais c'était pas un très très gros tirage non plus. Oui. Enfin, c'était un peu spécial. Oui, il y a la question du retirage qui se pose à chaque fois. Ouais, exactement. Ouais. Et puis surtout, c'était une édition qui était franco-allemande. Et du coup, il y avait un tirage pour la France et pour l'Allemagne, donc ça limite aussi ce qui reste. Pionnier n'est plus disponible dans les boutiques. Ah oui, Pionnier qui est un jeu. n'est plus disponible. Il est juste là derrière. C'est ça. Cherchez Momiji. Alors j'ai pas cité, pardon, j'ai cité Julien Proutière de tête. Je me souvenais pas qu'il y avait Jean-Philippe Sahu dessus également et David Cochard aux illustrations. Donc toutes mes excuses à Jean-Philippe. Les Pionniers, c'est un jeu de Mathieu Dunstan et Chris Marling. On l'avait présenté, nous, dans nos émissions. C'est un jeu... J'ai failli dire une bêtise en disant que c'est un jeu de pose d'ouvrier, pas du tout. Non, c'est du draft 2D, quoi. Oui, du draft 2D, exactement. Ouais. Mais assez accessible. Ouais, tout à fait. Donc assez original encore, même encore aujourd'hui. Ouais, bien huilé, nerveux. C'est quelque chose qui est quand même très très dynamique pour ce type de jeu-là. Et qui a une mécanique qui est quand même assez originale. Enfin, après, c'est peut-être plus très original aujourd'hui, mais qui reste encore très très très. Dans très la même ligne de ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui nous a plu aussi, c'est que c'était assez simple dans les règles, tout en permettant quand même une bonne profondeur de jeu. Oui. Donc on essaye en tout cas de ne pas s'encombrer avec plein de règles, mais pour quand même avoir des jeux de gamers. C'est ça qui nous botte. Donc, Café. Alors ça c'est un petit jeu. Celui-ci j'ai jamais joué. Il y a certains jeux que je ne connaissais pas. Alors c'est une petite boîte. Ouais. Mais tu vas voir que ça casse bien la tête aussi. C'est pas un si petit jeu que ça. C'est rapide, mais tu vas voir que ça fait bouillonner le cerveau aussi. Donc ça c'est la bonne optimisation d'action, nombre d'actions limitées, etc. quoi. Un jeu de Rolla et Costa. Ouais, tout à fait. Ça, c'est votre troisième, c'est celui-là Alors celui-là, c'est une localisation. Ouais. C'est une localisation. Oui, parce qu'il y a deux volets. Il y a les jeux que vous développez par vous-même. Donc c'était le cas de Roméo et Juliette. C'était le cas de Dreamscape. Et il y a des jeux que vous localisez. Donc il y en a certains. C'est le cas, donc on l'a dit, de Pionnier, de Mystic Vale. Mystic Vale, c'est un jeu qui vous a beaucoup fait connaître également, puisqu'il était très attendu, celui-ci. Et c'est un jeu de deck building, mais avec une originalité très forte, puisqu'il y avait les cartes transparentes à l'intérieur. C'est une localisation également. Ouais, tout à fait. AEG, avec une opportunité aussi assez intéressante, c'est que plein de gens essayaient d'avoir plein de distributeurs, beaucoup de distributeurs essayaient de l'avoir, et en fait on est tombé sur le bon moment où il y a une restructuration à l'intérieur de AEG qui a fait qu'on a réussi à trouver le bon créneau pour obtenir... le jeu nous avait plu à ce moment-là. On s'est dit, personne l'a fait, c'est bizarre. J'ai quand même envoyé un mail, et puis il y a quelqu'un chez AEG qui nous a répondu en nous disant je reprends la partie licence. Ouais. Et donc il est dispo. C'est dingue ça. Et voilà. Oui, comme quoi, tu vois, il faut jamais se dire qu'il n'y a plus rien, que c'est plus faisable. Ça peut. C'est l'un des premiers de John Declair en plus, qui est l'auteur qui a trouvé ce système de cartes transparentes et qui l'a exploité dans plein de jeux différents. Et c'est un de ses premiers jeux avec une très bonne avec ce système en tout cas. Voilà, exactement. Il y en a eu quelques-uns derrière. La plupart chez AEG d'ailleurs, pas uniquement je crois, mais aussi. Il me semble que ceux-là, en tout cas, ce système-là, c'est chez AEG à chaque fois. Ouais. Et donc celui-ci a été très demandé également, plus disponible actuellement. Alors, c'est pas trop, c'est plus nous qui nous en occupons. Tout de suite, c'est plus vous qui vous Voilà, donc on n'a pas les données sur ça. Voilà. Donc, peut-être vous pouvez le trouver, peut-être pas. En tout cas, il a fait partie de votre catalogue, on a beaucoup parlé de vous à ce moment-là également, à propos de ce jeu-là. Et puis derrière, on en a d'autres, dont on va reparler, qui sont les jeux plus récents, qui vont... alors, t'as Colorado, justement. Tous ceux de cette année, voilà. Colorado, qui est paru en fin d'année dernière. Non, janvier. Donc, janvier. Là, c'est le catalogue de cette année-ci, puisqu'on a Colorado pour le début d'année, un Roll and Write, celui-ci. Un Call and Write. On y tient, parce que cette particularité, si tu veux, on y tient pourquoi ? Parce que les jeux à cocher, sans cracher dans quoi que ce soit, c'est pas trop notre truc de base. Ce qui a fait que la mécanique nous a plu, c'est qu'il y avait quelque chose de différent, notamment par le fait qu'on joue les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on appelle des cartes chez les autres, et en plus on a un plateau central qu'on va cocher tous, qui va faire qu'on a des courses là-dessus. Ce qui fait qu'on regarde constamment ce que font les autres, on essaie constamment de voir comment on peut se bloquer, de se tirer la bourre dans différents domaines, et ça nous ramène un jeu qui est assez interactif sur un jeu à cocher. Une interaction super fun en fait avec Colorado qu'on a pas. Oui, parce qu'il n'y a rien de punitif.
truc and write, quoi. Ouais, c'est ça. Truc and write. Donc après, oui, c'est pas pour dire c'est mieux ou c'est moins bien, c'est juste pour dire que pour nous, en tout cas, ce truc-là est important, et c'était important de le noter, de marquer cette différence-là. Hein. Donc ça, c'est un jeu qui est paru en début d'année de Joachim Tom, illustré par Emir Durmizevic. Exactement. Et nous avons 3 autres jeux qui sortent en cette fin d'année 2023. Donc Mosaïque, ça c'est une collaboration. C'est une localisation. Une localisation, oui. Amalfi, qui est un peu plus qu'une localisation, puisque vous l'avez vraiment complètement retravaillé. C'est pour ça qu'il s'appelle Amalfi Renaissance. Exactement, Amalfi Renaissance. Faut pas que j'oublie le sous-titre. C'est très important, c'est pas le même, mais de toute façon on ne trouve pas Amalfi en dehors de la version de base, ça sera pas possible de la trouver. C'est sûr. Elle présente moins d'intérêt également. Et Discordia, là c'est une localisation aussi. Oui, pareil. Donc vous avez 2 créations finalement cette année avec Amalfi Renaissance, et Colorado, c'est une grosse année pour une petite équipe. C'est ça. Mais alors après, c'est des cycles de développement qui font qu'à des moments c'est un petit peu blanc, il se passe pas grand chose. Et puis à d'autres moments, il y a plusieurs choses qui sortent. Et Discordia, typiquement, en plus, tu nous aurais demandé en octobre ce qui allait sortir cette année. Discordia, il était pas du tout dedans. Ah oui. Mais en fait, on avait eu possibilité de le tester un petit peu avant Essen. À Essen, on a pu le retester. Enfin, juste après Essen, on l'a retesté. Moi qui freinais à se dire on va pas pouvoir faire d'autres trucs, je dis à Flo c'est emmerdant, mais celui-là vraiment c'est top, j'aime beaucoup le truc, donc on va réussir à le caler au milieu du reste. Et puis en termes de, alors il y a aussi toutes les questions qu'on se pose aussi sur la faisabilité des choses sur la localisation, c'est qu'il n'y a pas de texte sur les cartes, sur les règles, etc. Enfin sur les cartes et sur le matériel, il y a juste les règles à traduire. Ça demandait donc beaucoup moins de travail que typiquement si juste on avait fait la localisation d'Amalfi. Oui. Il y a du texte, il y a des cartes, il y a des choses en plus, etc. Donc c'était pas la même chose. Là, c'était quand même une localisation, on va dire, simple. Même si on a retravaillé des choses, mais qui sont pas en termes de texte, etc. En termes de matériel, on a un petit peu upgradé tout ça. Et donc on s'est dit, on y va, on le fait. Bon, évidemment, ça nous a foutu dedans sur d'autres trucs. En fait, au passage, un problème, c'est qu'on n'est pas capable de faire simplement une localisation. Même quand il dit on n'est pas capable, il me regarde moi, c'est très visé. Hein. Ouais, c'est un problème, mais en même temps, je pense que les gens qui nous regardent, ça leur fait plaisir aussi, parce que très souvent, on a eu des localisations qui nous font moyennement plaisir dans la mesure où l'éditeur va pas très loin ou ne change pas les éléments qu'on aimerait bien voir changer, parce que quand même c'est une première édition, donc on sait qu'il y a des particularités liées au pays, mais il n'y a pas que ça, des fois on a aussi un peu de recul sur le jeu. Mais en fait on a eu la chance aussi de pouvoir avoir une collaboration intelligente avec Iron Games, qui est une seule personne en fait chez Iron Games. Donc Bern, quand on l'a contacté, on lui a dit voilà, on va faire ton jeu, on le veut parce qu'on l'aime, mais on va pas le faire comme ça. Il avait des plateaux qui étaient des feuilles un peu à peine épaisses, et ça ne nous convenait pas en termes d'expérience de jeu, c'était pas quelque chose qu'on imaginait pouvoir éditer. Donc vous avez eu une reproduction qui n'est pas forcément exactement la production. C'est qu'en fait on a réussi à négocier avec lui, non seulement de pouvoir lui dire on va le faire comme ça avec ce type de matériel là, etc. Lui il produisait vraiment sur du matériel qui n'était pas satisfaisant à notre idée. Et du coup, en fait, on a réussi à le convaincre de, nous faire confiance, mais en plus... De faire son tirage. À lui, plus tous les Européens avec qui il était déjà en train de travailler. Donc en fait, il nous a, sans vraiment avoir déjà collaboré auparavant, on a vraiment eu cet échange humain qui a fait qu'on se fait confiance, je crois en toi de ce que tu vas être capable d'apporter en plus à mon jeu. Et il nous a dit allez-y, faites-le. Et puis c'est une notion vraiment de partenariat qui se fait. Alors c'était hors caméra, mais tout à l'heure, du coup, quand on parlait de l'extension, ce que disait Flo par rapport à ce qu'on va faire comme travail sur l'extension, effectivement, là, Bern. Quoi ? Va y avoir une extension de Discordia ? Attendez, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Il y a une extension qui sortira probablement, et sur laquelle forcément Bern nous dit on va faire des trucs, mais comme il y aura des choses en termes de matériel qui doivent être similaires à ce qu'on a fait dans le jeu de base. Et évidemment, il revient vers nous, Bern, en nous disant j'aurais besoin que vous retravailliez ces fichiers-là, et donc en fait on apporte quelque chose au tirage global, à tout ce qui va être fait sur là vous avez une relation qui est plus que celle de quelqu'un qui localise. Oui, c'est ça. Ce qu'on aime, ça, c'est localiser, ça peut exister facilement. Enfin, on l'a fait sur certains produits, typiquement Momiji, on a quasiment rien fait, voire rien du tout. Donc tous les jeux, il n'y a pas forcément quelque chose à apporter. Celui-là, il y avait vraiment quelque chose qui permettait de lui dire il mérite mieux en termes de matériel, et l'expérience que les joueurs vont en retirer sera vraiment améliorée. Et là, c'était
pour nous, c'était vraiment essentiel de le faire comme ça. Et pourtant, c'est pas un petit jeune, Eisenstein, si tu arrives à le prononcer comme il faut. C'est un auteur qui a un peu roulé sa bosse dans le monde du jeu. On le connaît. Moi, je me rappelle de Péloponnèse quand le jeu est sorti. C'est ce qui m'a marqué le plus aussi. C'est un jeu qui nous a marqué, qu'on a acheté en version allemande. C'est un éditeur allemand. Qu'on a acheté même en ayant la traduction de règles qu'on imprimait par nous-mêmes pour pouvoir jouer au jeu parce qu'on en avait entendu du bien. C'est ce qu'on aime bien aussi, hein, quand on était dans le jeu il y a plus de 10 ans maintenant, je pense. Mais c'est aussi quelque chose où on a un aspect humain qui est vraiment primordial. Quand on a commencé à échanger ensemble, il est aussi tout seul dans sa structure. Oui. On n'est pas nombreux, on est une petite boîte qui essaye de grandir avec vraiment cette relation, je veux dire homme à homme, parce qu'il y a vraiment ce contact-là qui a eu lieu et on s'est vraiment mis à discuter vraiment sur les choses simples de comment on voit les choses, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a aimé dans ton jeu, et cette relation s'est construite sur cette base-là. Et c'est pas forcément le cas sur Momiji par exemple. C'était simplement, c'est un contrat, on aime le jeu, on va le localiser. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'est construit. Dans ce qu'on identifie, il y a aussi le fait de se dire, effectivement, le jeu, il est ce qu'il est à un moment, mais en tout cas, il est bien édité, bien fini, il y a tout ce qu'il faut comme ça. Nous, on n'a pas à intervenir dessus, on ne fait que localiser. Après, à d'autres moments, on identifie qu'il y a des faiblesses, ou en tout cas des trucs sur lesquels nous, on voudrait insister plus pour faire des choses mieux, on le propose, on voit ce que ça peut donner. Effectivement, s'il y a une demande, une attente de Bernd, qui en plus est tout seul, qui fait un peu tout ça, et c'est compliqué quand il y a tout à faire tout seul, c'est qu'il y a des moments où effectivement il s'axe sur plus peut-être la mécanique et moins sur une partie édition pure, et ça on pouvait lui apporter en plus, donc ça s'est fait naturellement pour dire justement pour arriver à faire tout ce qu'on a envie de faire, pour le faire peut-être en d'autres langues, pour amener d'autres choses sur la durée, sur du plus long terme, mais peut-être même sur d'autres jeux qu'il va faire après, voilà ce qu'on peut apporter là-dessus. Et comme lui il était fan de ce que ça pouvait donner en plus, alors je dis il était fan, il y a des fois il était un peu en stress de oh là là vous allez modifier ça, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va donner, etc. Mais à la fin il est ravi de la version qu'on a du jeu, quoi. Moi j'ai une question quand même, vous l'avez croisé depuis que vous avez signé le jeu, vous l'avez vu sur Essen de l'année dernière ou pas encore? On l'a vu à Essen l'an dernier. Ouais. Et après ça, on a signé le jeu. En fait, donc après Essen. Là, ça va être, vous allez faire une petite chouille, j'espère, sur Essen. On va pouvoir se revoir et se revoir. Alors, on échange aussi. J'échange beaucoup aussi avec lui sur des vidéos conférences pour lui montrer comment le matériel a avancé. Je le reçois avant et je lui transmets par la suite. Il veut vraiment tout de suite pouvoir. Quand je le reçois, je lui dis je le reçois. Je lui dis vas-y, fais une vidéo. On s'appelle, montre-moi. Donc il a vraiment aussi cette impatience, et c'est assez drôle parce qu'on a vraiment cette et on voit que le côté passionné, c'est que c'est comme un enfant qui va ouvrir son cadeau, il ne veut pas attendre de le recevoir pour le découvrir, il me dit vas-y, on se fait un appel et on découvre ensemble. On est tous comme ça. C'est sûr qu'il regarde cette vidéo, on va lui dire un petit mot en allemand, je sais rien dire, je liebe dich. Direct. Sans transition. Très peu de mots en allemand, Auf Wiedersehen, j'ai ça aussi, et Guten Tag, voilà. Et Hallo, oui. Et Currywurst. Oui, Currywurst, parce qu'on faut bien manger un moment. Donc forcément on a quelques mots. Oui, c'est l'occasion, et le côté humain qui est quand même très important, donc j'imagine que sur Essen, ça sera l'occasion déjà de voir le jeu, de voir les piles de jeux qui seront là sur les tables, les joueurs qui vont succéder. Moi je le sens bien celui-ci, un goût, un parfum assez agréable sur ce jeu, à mon avis. Il devrait avoir une jolie vie aux alentours du salon d'Essen. On y croit. Enfin, s'il est chez nous, c'est qu'on y croit. Oui, forcément. Oui, c'est ça, c'est pas les meilleurs pour te dire qu'on l'aime pas. Mais du coup, vous faites un peu de recherche parce que là, vous le connaissiez pas. Enfin, moi, j'en avais pas entendu parler. Il était déjà présenté sur le salon d'Essen ? Moi, je le connaissais pas avant. En fait, ça fait partie de toute la partie sourcing. Et je sais pas comment ça se passe chez les autres éditeurs, mais parfois, c'est simple. Quelqu'un qui vous aime bien, qui vous dit j'ai vu ce jeu-là et je vous l'envoie. Après, on fait toute une partie de sourcing aussi pour regarder ce qui existe sur le monde du jeu. Enfin, typiquement, Clockworker. Je crois que quand j'ai vu la couve, je savais pas ce que c'était, je savais pas qui c'était. Je crois que j'avais vu ça sur je crois que c'est sur Twitter, j'ai dû voir ça dans mon fil d'actualité. Et comme je consulte énormément de jeux de société, il y a ça qui m'arrive dessus, je sais pas ce que c'est, je suis intrigué. J'envoie un mail perdu à Hobby Japan pour leur dire écoutez, je veux bien recevoir une copie de Clockworker, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air sympa. Et je ne savais même pas ce que ça contenait, le jeu, en quoi il consistait ou ce qu'il en était. Il n'y avait aucune information à l'époque, il était simplement produit pour le marché japonais. Je reçois la boîte, et la boîte déjà c'est une claque visuelle de dire ça marche bien, quoi. C'est déjà une partie de la communication qui est gérée par le fait qu'on ait envie d'ouvrir cette boîte. Et puis c'est sûr qu'en plus dans le travail de localisation dont on parlait, c'est quelque chose sur lequel
de base en tout cas, on n'est pas parti pour changer quoi que ce soit. Donc si effectivement ce qu'on voit déjà de base a l'air de fonctionner super bien, bah oui, ça nous attire forcément. S'il y avait eu que le visuel et derrière la mécanique, on s'est dit voilà, bah oui, c'était une belle boîte. On était contents, mais voilà. Mais quand il y a ça et le reste, forcément... C'est la première sortie sur laquelle j'ai travaillé avec vous. Ouais. Et ouais, il a une saveur particulière et puis il a toujours attiré l'œil dès qu'on a commencé à mettre des visuels sur les réseaux et tout. Voilà, il faisait parler de lui-même quand on n'avait pas grand-chose à faire pour le pousser. Et c'était chouette. Ouais, et puis surtout qu'au-delà de son aspect visuel, ce qui est intéressant avec le Worker, c'est qu'il s'explique en 3 minutes. Juste avec l'aide de jeu, tu lisses les actions, allez, c'est bon, c'est parti. Et pourtant, c'est un truc futé, avec une manière de gérer son tempo, la manière dont on va faire ses actions, les enchaîner, etc. Et encore une fois, c'est typiquement le genre de truc qui nous plaît, quoi. Et puis le nom du jeu donne quelques indications sur la mécanique. Oui, tu sens qu'il va y avoir des rouages, que ça va tourner aussi. Du temps et du worker à l'intérieur. Il est assez sympathique aussi dans son histoire, parce que effectivement, comme Caro dit, c'est le premier jeu sur lequel elle a collaboré. Et c'est aussi pour nous qu'on savait pas trop comment on allait pouvoir collaborer avec Caro, et on dit qu'est-ce qu'on va faire avec elle. On a besoin, mais on sait pas quoi lui confier et comment aborder les choses. Et en fait, le jeu a permis de... Elle l'a pris en main, elle l'a mis sur les réseaux sociaux, elle a fait des démonstrations, elle a fait des histoires sur Clockworker. Et en fait, on s'est dit, mais voilà ce qui nous manquait, parce qu'on n'y avait même pas imaginé ce qu'elle pouvait apporter au jeu et à Silex. Et elle l'a fait de manière tout à fait naturelle, en disant, attends, moi j'adore ça, je vais faire ça, je vais raconter ça. Alors après, elle fait valider les éléments pour dire, pour aussi savoir est-ce qu'elle va dans le bon sens. Mais pour nous, c'était je vais prendre en main le jeu, je vais le montrer sur les réseaux sociaux, et on a senti tout de suite la différence. Et puis on verra ce que ça donne, quoi. On se lance et puis on voit ce que ça donne, nous trois, quoi. Et puis quand on l'a pu avoir, on a vu la chance de pouvoir avoir une pré-sortie sur Paris Ludique, et on a vu aussi l'impact que la communication que Caro avait préparée aussi en amont. On a été dévalisé en 10 minutes, c'était vide. Oui, cette entente-là, il faut la générer, il faut réussir à la gérer aussi, plus que la générer, et réussir à parler des jeux, tout simplement. Et du coup, tu as eu une année qui est très chargée, parce que là, on parle de Clockworker, c'est fin 2022. Donc là, je fais la liste, Clockworker, Colorado, on enchaîne avec Mosaïque, Amalfi et Discordia, ça fait 5 jeux à parler. Un tous les 2 mois à peu près. Et en mélangeant un petit peu tout ça en même temps, quoi. Parce que c'est toujours... Mais j'aime bien faire des petites histoires autour des jeux, là. En ce moment, j'étais pas mal sur Discordia, développer un peu certains aspects des mécaniques et tout, mais voilà, en essayant d'impliquer un peu le lecteur de façon ludique, et puis en racontant une petite histoire, genre en les mettant en scène dans une partie, quoi, genre en disant il t'arrive ça dans la partie, tu réagis comme ça, j'aime bien faire ça. Donc c'est une communication qui est faite pour développer les réseaux de Silex de manière générale. Oui, et puis fédérer aussi un public, tu vois, qui s'intéresse à notre actualité, qui a envie de découvrir nos futurs jeux et de s'intéresser à nous et suivre ce qu'on va faire. Développer la marque, exactement. Et alors comment on fait aussi, parce que moi c'est des questions que je me pose naturellement, mais développer un réseau social, ça peut être utile sur le long terme, puisque ça permet de travailler l'image de Silex Édition et de garder un contact avec les joueurs. Comment on fait pour recruter sur ces réseaux-là ? Est-ce que tu as des méthodes, des choses qui fonctionnent pas mal ? Recruter, c'est-à-dire avoir de plus en plus de personnes qui vont suivre. On paye les gens, on paye nos abonnés. Oui. Abonnez-vous, on vous recevrez de l'argent. Au début, c'est vrai que quand je suis arrivée sur la page, il n'y avait pas grand-chose. Oui. Il n'y avait pas d'activité. Comment ça ? Je comprends pas, pourtant, avec le temps qu'on passait pas dessus, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas quelque chose. Du coup, il y a tout à faire. Oui. Il n'y avait rien. Donc, pour essayer de faire monter le nombre d'abonnés et tout, on a fait pas mal de concours, on a travaillé avec des influenceurs que je connaissais déjà, vu que j'étais déjà sur Instagram pour moi-même, quoi. Et du coup, c'est sûr, ces gens-là, je les connaissais déjà et tout, puis c'était plus facile de les approcher et de leur proposer des collaborations. Et puis on a développé le chiffre un petit peu comme ça. Mais c'était super important pour nous, parce que pour nous, d'avoir quelqu'un comme Caro qui connaissait d'autres personnes du monde réseau social, nous on savait pas ce que c'était. Et en fait, elle connaît tout le monde. En fait, c'est pas qu'elle connaît tout le monde, c'est que nous on connaît personne. Oui. Et donc ça changeait vraiment l'approche, et on l'a ressenti aussi bien au niveau des pages et des consultations, mais on l'a senti aussi au niveau de tout l'impact qu'on pouvait avoir, même sur les salons. Les gens venaient nous voir, les influenceurs venaient nous voir pour voir nos nouveautés, ce qui était assez peu le cas avant. Après, Silex était en croissance aussi, donc peut-être on avait un attrait, mais cet attrait était sublimé par le travail que Caro avait apporté, dire venez nous voir,
regardez, je vais vous faire une présentation, et ça c'est tout le travail que ni Pierre ni moi ne savions, ni n'avons le temps de faire. Sur la fréquence des informations à donner sur les réseaux sociaux, sur tout ça, clairement, tu disais un jeu tous les 2 mois, faut jamais, on n'a pas de limite qu'on donne à Caro, mais tant mieux, parce qu'elle a toujours des choses à nous apporter, c'est toujours elle qui vient avec, il faudrait dire ça, il faudrait faire ça, et j'ai fait une vidéo, on voit des photos qui arrivent, des trucs, des machins, on sait même pas d'où ça vient, c'est Caro qui nous a mis ça, et il y a toujours des trucs en plus, et clairement, il y a des trucs qui sont structurés, des coms sur lesquels on travaille ensemble, on fait des allers-retours, etc., et puis plein d'autres en plus, qui viennent spontanément, et choses qu'on sait absolument pas faire et qu'on n'a jamais fait, quoi. Bah, il faut de la spontanéité dans ce clairement. Ce que j'apprécie aussi dans mon travail, quoi, ma partie, c'est que je connais un peu tous les gens à qui je parle sur les réseaux, c'est pas des inconnus. Oui. Tu vois, les joueurs, ils viennent, ils me parlent, ils me racontent plein de trucs et tout, et je trouve ça super cool. J'ouvre de temps en temps un petit peu pour regarder ce qu'il y a dedans, je dis mais en fait, ils se racontent réellement leur vie au quotidien. C'est un concept qu'on n'imagine pas. Ouais, non, mais en plus, ça fonctionne vraiment comme ça. Hein. Sur la communication, il faut absolument être ouvert et être humain, ne pas être. C'est pas une intelligence artificielle qui gère la communication. Oui, bien sûr. C'est pas possible. Est-ce que ça a été compliqué pour vous d'ouvrir les portes? C'est une vraie question, hein, pour vous deux, d'ouvrir les portes à quelque chose de complètement nouveau, qui demande aussi un financement, puisque là d'un seul coup il faut sortir de l'argent pour faire ce type de communication qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on a connu peut-être il y a 20 ans quand on faisait des affichages ou des publicités dans les magazines. On n'est pas du tout sur le même ordre de choses. D'une certaine manière, ce sont des personnes qui n'ont pas travaillé sur les jeux qui vont en faire la promotion et qui vont en parler le plus que votre parole à vous. Il y a toujours une crainte, hein, c'est la peur de que la personne qui va te représenter ne représente pas l'idée que tu veux transmettre. Et alors pour le coup, ça sera plutôt Pierre qui va en parler, mais ouais, Silex, il y a quelque chose qui est construit, et à partir de là, de se dire, en fin de compte, ce que tu essaies de construire, c'est pas ce qui est rendu, ça fait très très peur. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, le point le plus important, parce qu'on avait commencé à essayer de faire travailler d'autres personnes sur la partie com, parce qu'ils savaient, on voyait qu'il fallait qu'on délègue, il fallait qu'on fasse quelque chose là-dessus, et on ne savait pas exactement comment le faire. Et sur de la com qui était peut-être un peu plus académique, institutionnelle, on va dire, ça ne nous allait pas parce que c'était un peu trop plan-plan et pas assez enthousiaste. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'insistais beaucoup sur ça, sur l'enthousiasme, le goût qu'a toujours, a priori, Caro pour nos jeux, c'est que forcément, elle en parlait naturellement, ça respirait la franchise, la sincérité, et c'est comme ça qu'on voulait faire véhiculer les choses. Et c'est pour ça aussi que à des moments où moi en tout cas le premier, où je passais pas de temps à le faire, c'est que je voulais le dire bien, naturellement, etc., mais sans avoir de temps à me prendre pour le faire. Et à un moment, du coup, c'est comme tu dis, c'était d'avoir quelqu'un qui allait être fidèle à ce qu'on voulait faire sans que ce soit nous. Et c'était ça qui était hyper important, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est allé vers Caro et que ça colle très bien dans ce sens-là, quoi. Mais je pense que c'est ça la base, en fait. C'est vraiment, j'aimais beaucoup tous les jeux que vous développiez. Et ça, vous le saviez, on parlait, machin. Clairement. Et c'est le fait qui fait que j'ai grand plaisir à en parler. Voilà, quand on fait un nouveau jeu, tout ça, je me l'approprie, quoi. Il fait partie de la famille, quoi, de la famille Silex. Et du coup, j'ai grand plaisir à partager des histoires autour de ces sans jeux. Compter que maintenant, en plus, Caro s'occupe... nous aide sur des parties de localisation, de relecture, de choses comme ça, ce qui fait qu'elle est impliquée dans des phases de développement des jeux. Et que quand je suis en train d'avancer sur quelque chose et que je lui raconte comment ça s'est fait, elle me dit, mais ça faut que je le dise, je vais en parler, je vais expliquer le truc, et machin, etc. Et du coup, comme ça lui plaît de véhiculer tout ça, forcément elle rebondit tout le temps sur ces machins-là. Ouais. Mais pour la petite histoire, quand on remonte, en fait, le fil de la rencontre, elle est assez rigolote, parce que quand on parle d'humain, c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui on travaille ensemble. Katia et Noé, c'est de la même façon. C'est en fait, on a rencontré Katia, Noé et Caro à Cannes il y a un an. Un peu plus d'un an maintenant. Pas le dernier Cannes, mais celui d'avant. Ouais. Et en fait, elle passait énormément de temps sur nos stands, elle testait tous nos jeux, et à l'époque, on était en train de faire les démos de Colorado. Et Katia Noé, elle reste sur le stand, elle regarde, elle joue, elle adore le jeu, et elle dit, ah putain, c'est trop génial et tout, on va en parler. Mais on ne savait pas qui c'était. Et on se retrouve avec un groupe de filles qui squattent notre stand comme ça, et on se dit, ok, on va sympathiser parce que vous aimez ce qu'on fait, et on commence à parler un petit peu, qu'est-ce que vous faites, ça et ça et ça. Et puis quelques mois plus tard, c'est là où effectivement on entretient une sorte de communication au travers d'Instagram, et elle dit, moi je dis à Caro, je suis en galère, et c'est là qu'effectivement l'histoire commence. Mais ça commence avec Cannes, une rencontre autour d'une table de jeu, en disant, il y a des gens qui viennent
vers un éditeur qui dit on aime ce que vous faites, et l'éditeur qui dit j'aime que vous aimiez ce que je fais. Et ça commence à discuter, quoi. On avait fait une photo tous ensemble. Et on a une photo, on a une vraie histoire qui s'est construite comme ça. La première fois que j'ai vu, quoi. Bravo en tout cas pour cette ouverture, parce que c'est pas si simple d'ouvrir les portes et puis de confier le bébé aussi à d'autres personnes. Vous arrivez à identifier, parce que vous me parlez de l'esprit Silex, il y a quelque chose d'identifié là-dedans, ou c'est plutôt une façon d'être C'est pas forcément un esprit Silex, mais c'est juste, on est plutôt à la cool dans pas se prendre qu'on... trop au sérieux. Oui, c'est ça. On peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, quoi. Il y a de ça, c'est ça. Je cherche une image en même temps. Mais dans les types de jeux que vous produisez... Ah oui, tu veux dire dans ce truc-là. Alors, il y a la ligne éditoriale, elle correspond... Il n'y a pas une vraie ligne éditoriale, il y a plutôt des critères qui vont faire qu'on va se dire ça nous parle. Il y a l'aspect forcément visuel, parce que un truc qui compte pour moi, c'est le voyage dans le jeu, l'immersion, le rêve que ça procure. Dreamscape, c'est le premier jeu, il n'y a pas de mystère non plus. Et voilà ce que ça procure comme émotion. Après, il y a l'adéquation entre ce thème, le thème et une mécanique forte qui va parler beaucoup. Et puis, dans l'idée de Silex, au départ, si tu veux, le Silex, c'est de se dire, tu prends une pierre brute, tu la tailles jusqu'à avoir un truc où, tiens, c'est affûté, on a enlevé des trucs qui dépassaient. Je vous ai pas posé la question du... ça va avec, tu vois, ça répond à ce truc-là, finalement, tu vois, ça va dans le même sens. Et puis, il y a ça, c'est de se dire, il y a des fois des trucs qui débordent un petit peu dans tous les sens. Bon, on va enlever. On va pas trop enlever, il faut que ça reste affûté, mais voilà, on a retiré les bonnes choses, tout en ayant quelque chose qui soit affûté en termes de règles, en termes d'ergonomie, de mise en place, comme je t'en parlais à plusieurs moments. C'est vraiment un truc qui m'importe, parce que moi, en termes de joueur, je suis super feignant. Moi, je joue, j'ai envie de poser les trucs et qu'on m'emmerde pas avec plein de détails. Donc, mon taf en tant qu'éditeur, c'est de faire en sorte que les gens qui vont jouer puissent être feignants. Et il y a plein de moments où je me dis, non, c'est pas le cas, voilà, ça me va pas. Ils te diront pareil, mais il y a plein de moments où à la fin je me dis non, ça va pas encore, il y a encore des trucs qu'il faut. Stop, Pierre, arrête ça. Non, là, Pierre, on est bien là. Ça. Et puis il y a un côté un peu historique quand même sur certains jeux. Et je vois toujours. Ouais. Oui, il y a plusieurs sens avec tout ça. Oui, on revient à l'âge de pierre. Bravo. Et il y a le troisième truc, tu sais, j'aime bien les trucs en trois parties comme ça, tu vois, t'as vu avec Renaissance. Mais oui, parce qu'en fait, c'est le premier outil de l'humanité, le côté jeu de civilisation, histoire, tous ces trucs-là. Le premier outil qui va permettre de faire plein d'autres choses derrière. Donc avec cette base, là, ce petit truc de merde, le petit caillou qu'on va tailler, on va peut-être arriver à faire des choses mieux après, par la suite. Et puis ça symbolise la base c'est pour moi en tout cas la base des technologies, quoi, enfin des outils, etc. quoi. Donc voilà. Alors avant de passer aux jeux qui vont sortir dans cette année, on en reparlera un tout petit peu de ces trois jeux-là. On va faire notre traditionnel jeu des enveloppes. Donc il n'y a pas trop de surprises. Dans ces enveloppes-là, on a mis les jeux Silex, tout simplement. C'est pour cette émission. Je vous passe une enveloppe chacun. Ce sont les mêmes jeux qui sont à l'intérieur. Vous allez en choisir un pour le jeu qui, d'après vous, aurait mérité l'As d'or. Soyez prétentieux, n'hésitez pas. De toute façon, il en faut une fois. Le jeu sur lequel vous avez un regret, vous pouvez partir dans la direction que vous voulez. Un regret, ça peut être éditorial, ça peut être un regret positif, ça arrive parfois. Un jeu auquel j'ai envie de jouer là tout de suite. Et là, c'est pour le plaisir du joueur. C'est toujours important pour nous également. Vous ne choisissez pas le même jeu à chaque fois. Alors, le jeu qui aurait mérité l'As d'or d'après vous. Qui mérite l'As d'or. Ou qui mérite l'As d'or, parce que il y a des jeux qui n'ont pas encore fini leur parcours. Pierre, on va commencer par toi. Ah oui. Amalfi, il n'est pas encore sorti au moment où on enregistre cette vidéo, donc il peut tout à fait encore avoir l'As d'or. Vous êtes deux à l'avoir choisi. Et Flo, je ne montre pas parce que c'est pas Amalfi. C'est pas Amalfi. Alors pourquoi Pierre? Alors évidemment, c'est dans l'implication émotionnelle des un peu plus de 2 dernières années dessus. C'est beaucoup de travail, de trucs qui m'ont impliqué. Alors il y a des histoires personnelles aussi autour, sur lesquelles je ne vais pas m'apesantir. Mais en termes de mécanique, moi j'aime beaucoup. Tu l'as remarqué quand tu as joué, cette manière de gérer les ressources qui est différente, qui fait un twist très différent. Tout ça sur plein d'autres éléments qui sont des éléments qu'on connaît, sur lesquels on est à l'aise, mais en changeant 2-3 petits paramètres comme ça fait que ça nous donne quelque chose de très nouveau. Et après, en termes de toujours d'immersion, etc., autour de tout ça, le travail que j'ai pu me faire sur tous les personnages, parce que tu vois, dans la version de base, il y en avait une trentaine, là il y en a 75, donc j'ai fait plein de recherches historiques dessus, à essayer d'avoir des pouvoirs qui correspondent à tout ça, essayer de les faire coïncider ensemble, etc. Tous ces machins-là font que, en termes de rejouabilité, il y a ça, mais il y a plein d'autres éléments dans le jeu, en termes de rejouabilité, qui font que je prends toujours autant de plaisir à y jouer, alors qu'au bout d'un cycle de développement de plus de 2 ans,
parfois, même quand t'adores les jeux, tu vois, Dreamscape, alors que tu vois, j'ai hésité entre les deux. Mais Dreamscape, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Il y a eu les 4 extensions en même temps. Donc il y a eu beaucoup d'itérations et beaucoup de temps passé. Tu vois, à la fin, ça te sort un peu par les yeux à des moments, malgré tout ça. Et ben Amalfi en essence, du coup, j'ai toujours autant de plaisir à y jouer, même quand je prends une tôle. Oui, parce que j'allais dire, en plus t'es super bon à ce jeu là, t'as jamais perdu. Rarement, mais... voilà. Et j'ai quand même plaisir parce que tu vois, dans la découverte, dans ce qui se passe, dans le fait tiens, on va tester de nouveaux trucs, voir ce que ça donne ensemble. Ah ouais, tiens, ces combinaisons, ça donne des trucs très différents. Et puis, il n'y a jamais des combinaisons de personnages, de scoring, tout ça qui sont les mêmes, dans le tempo, dans tout ça, et qui font que. Je sais pas, moi j'aime cette épure dans la mécanique de base qui permet pourtant beaucoup de choses après, quoi. Alors parlons-en très rapidement, puisqu'on va revenir dessus également. C'est un jeu qui nous vient du Japon à l'origine, dans une plus petite boîte, et que vous avez entièrement retravaillé, revu, que tu as repéré, tu nous l'as dit, pour le côté graphique. Moi j'aime bien cette anecdote-là, parce que tu nous as dit à peu près la même chose sur Clockworker. Ouais. C'est d'abord le graphique qui t'a attiré, qui t'a poussé à te renseigner sur ce jeu. On est dans un monde d'images, donc aujourd'hui ce qui fait qu'on s'arrête sur quelque chose, c'est quelque chose qui visuellement nous plaît. Et donc ça m'a parlé tout de suite. Et pourtant, c'est pas moi la partie qui est en responsabilité. Non, mais il fait le premier filtre, Flo. Souvent, sur les trucs, il m'envoie, il me dit, trouve comment ? C'est moche, j'aime pas, ça va pas, ouais, moyen, bof. Ça me parle. Et du coup, il a discuté un peu plus avec Junpei, qui du coup, lui a envoyé une boîte. L'éditeur japonais. Je sais pas quoi il y a, l'éditeur japonais. Ah oui, t'as la boîte, l'ancienne version. Et qui nous a envoyé une boîte et voilà, qu'on a pu se décrypter pour se dire ok, là ce truc là c'est vraiment chouette. Et sourcing pareil. Ouais. Voilà. Donc je vais te laisser en parler, Caro. Oui, alors moi Amalfi Renaissance aussi pour l'Asdor, pour toutes les émotions que je vis avec des parties totalement différentes à chaque fois. Pour toutes les parties que j'ai fait avec Pierre où il me met régulièrement une tôle et pour tout le plaisir que je vais avoir à drafter tous ces personnages parce que j'ai beaucoup joué avec les différents decks préconçus, voilà, mais en fait j'ai vraiment hâte de faire du vrai draft et prendre tous les personnages et vraiment choisir mes trucs. Je vais redécouvrir Amalfi Renaissance de cette façon-là et je pense que j'ai encore plein de choses à vivre avec ce jeu et j'ai envie de le faire découvrir à un max de personnes. Alors je vais en parler très très rapidement en termes de mécanique. Je vais vous donner un conseil qui peut être pris comme un défaut, mais en fait c'est un compliment pour le jeu. C'est pas un jeu auquel il faut jouer quand vous êtes fatigué le soir pour votre première partie en tout cas. Quand vous n'êtes pas disposé à faire un jeu dans lequel vous allez vous concentrer. J'explique pourquoi c'est un compliment pour le jeu, parce que justement il a une mécanique qui ne ressemble pas à une autre. Parce que parfois on s'appuie sur notre connaissance des jeux, on a même des réflexes. Moi quand je sors un jeu de pose d'ouvrier, j'ai le réflexe de me dire il faut que je gagne des actions, donc je vais regarder où est-ce qu'on gagne des actions parce que je sais que c'est comme ça que ça se joue. Et finalement on joue parfois un peu au même jeu alors que c'est pas la même boîte que d'habitude. Là, il faut avoir la tête reposée, il faut être capable d'analyser ce qui se passe sur votre toute première partie. Et après, une fois qu'on a compris le système de jeu, on va avoir le plaisir de comprendre, de découvrir en tout cas toutes ces mécaniques et toute la richesse qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment un jeu original par ce que tu as dit, sa gestion de ressources. Carrément. Donc voilà, on en a parlé un petit peu. On vous laissera découvrir Amalfi et découvrir la ville que je ne connaissais pas non plus, mais ça a l'air très chouette. Oui, on va y aller. Hein. Vous allez fêter l'Asdor là-bas. On va y aller. C'est indispensable. Ça, c'était le jeu qui aurait mérité de gagner l'Asdor pour vous deux. Qui mériterait. Alors, c'est pas ton choix. Vu qu'on est dans des du à venir, en fait, j'ai hésité avec Roméo et Juliette parce que en fait, c'est un critère pour moi qui était rédhibitoire dans l'histoire du jeu. Je n'aime pas du tout les jeux coopératifs, c'est un jeu coopératif. Oui. Donc déjà, ça le place très haut dans l'estime que je peux avoir du jeu. Maintenant, j'ai choisi Donjon, qui est en fait un jeu qui n'est pas sorti du tout. Venir, voilà. On allait en parler plus tard, mais on va en parler maintenant du coup. Qui est un jeu à venir, et parce que en fait, il y a au-delà du jeu de société qui est une passion, l'autre passion c'est la bande dessinée et on a les mêmes. Donjon étant quelque chose qui est un graal de la bande dessinée, et pour le coup de pouvoir travailler là-dessus aujourd'hui en mêlant deux passions communes, c'est quelque chose que quand on commence à éditer un jeu de société, on n'imagine pas pouvoir avoir ces deux mondes qui se lient. En tout cas, quand on a commencé, c'est pas ce que j'imaginais. Et là, vraiment, je pense qu'il est vraiment dans l'idée de ce que je peux attendre d'un jeu. Donc moi, si je devais me donner l'Asdor, ça serait vraiment sur un type de jeu où je peux regrouper mes deux plaisirs. Donc je suis le jury tout seul, je me donne mes deux plaisirs, et Donjon est un jeu que j'aime
avec un univers que j'aime, avec une bande dessinée que j'aime, donc il doit aller gagner l'As d'or. Alors c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, sur lequel vous êtes en train de travailler. On va rappeler ce qu'est Donjon. C'est une bande dessinée qui a été signée par Lewis Trondheim et Johan Sfar. Exact. Il y a une vingtaine d'années maintenant, je crois. Hein. Ça date un petit peu. 25 ans, parce qu'on fête l'année des 25 ans. Ah là là, dis donc, j'ai acheté le premier tome à l'époque. Ça me rajeunit pas. C'était à peu près hier. C'était hier. Ah là J'ai là. dit 25 ans, pardon, 5 ans. 5 merci. Ans. Ouais. Merci de me conforter. Et c'est une bande dessinée géniale puisque elle a la particularité d'avoir été écrite sur le principe du cadavreski. Oui. C'est-à-dire que les deux auteurs se retrouvent en vacances, c'était l'origine de la série, et commencent une page, la passent à l'autre, qu'ils continuent l'histoire. Ils ont écrit quelques histoires dans un univers, ce sont des joueurs de jeux de rôle aussi, notamment Johan Sfar. C'est des univers qui sont sans limite, en réalité, avec tout ce qu'il peut y avoir de fantastique, d'amusant, d'original dedans, avec les illustrations de Lewis Trondheim sur les premiers tomes. Et derrière, plein d'illustrateurs qui se sont collés, donc un univers qui est absolument foisonnant. Vous avez réussi à obtenir cette licence, c'est un exploit, puisque je pense que vous n'êtes pas les premiers à avoir proposé, et même des souvent, développements sur ce jeu. C'est des histoires à chaque fois d'humains, et c'est toujours... c'est de la persévérance aussi, c'est que quand on aime quelque chose, il faut vraiment croire qu'on est capable d'aller jusqu'au bout, et pas se dire, parce qu'on a eu un nom, il faut s'arrêter à un nom. Et on a été très souvent face à un nom, parce que quand on a rencontré Delcourt pour la première fois, déjà à l'origine, donc c'était un jeu de Joachim Tom avec qui on a pu déjà travailler sur Colorado. Il nous a présenté je te coupe Flo là-dedans, c'est que quand on a rencontré Joachim, le premier jeu qu'il nous a présenté, et qu'il a présenté à Flo d'ailleurs, c'était la base de Donjon. Ouais. Il se trouve que sur le moment, dans la mécanique et dans des choses qu'il y avait à régler dedans, alors on a commencé un petit peu à avancer dessus avec Joachim. On s'est très bien entendu, puis à un moment il me dit « Oh tiens, je vais vous montrer un autre jeu là, un truc à cocher, on va voir ce que ça donne, si ça vous plaît. » Pas forcément pour vous le signer, mais pour avoir ton avis et tout ça. Colorado, donc. Exactement. Et donc il nous montre Colorado, et puis non, mais on aime encore plus là, enfin encore plus. Si, sur le moment, encore plus, parce que il y avait Ça, des... tu ne mets pas sur les réseaux sociaux. Non, si tu peux le jeu qu'ils aimaient un petit peu moins que Colorado. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là du développement de Donjon, il y avait des choses qui bloquaient. Et donc à ce moment-là, il y avait quelque chose de plus naturel sur Colorado. On dit, ok, finalement, en fait, on a beaucoup plus avancé rapidement sur Colorado. Et en parallèle de ça, pourquoi ? C'est parce que sur le thème de Donjon, il y a des trucs sur lesquels on accrochait qui rendaient pas exactement ce qu'on voulait, qui faisaient même qu'on se disait peut-être qu'on va le faire dans un autre thème qu'un donjon. Et puis en parallèle, Flo était en train de discuter avec Delcourt. Et on va reprendre la suite. Mais, après cette parenthèse. Non, mais ça va dans le sens, c'est qu'en fait, comme c'était le premier jeu qu'on avait signé avec Joachim, logiquement, ça aurait pu être celui qu'on sortait en premier. Oui. Mais comme j'avais déjà, en fait, on avait tout de suite, en l'imaginant, dit, ça, il faut que ce soit la BD Donjon. Donc j'ai commencé à démarcher Delcourt, mais encore une fois, sans prétention de savoir si ça allait aboutir à quoi que ce soit. Surtout, c'était même pas il faut que ce soit dans Donjon, c'est ouais, ça serait un rêve comme ça, un peu idéal. Si c'était dans Donjon, ça serait génial. Mode une vanne le soir, ah ouais, si on le faisait dans l'univers de Donjon. Ouais, bah d'accord, bon, on peut dire. Et comme on n'avait pas ça au départ, on cherchait d'autres thèmes ou un truc. Tu vois, et on envoie un mail en se disant qu'il n'y aura pas de réponse, et en fait, on a un échange qui se crée. Et donc, pendant un an, ce qui a fait aussi qu'on a un peu retardé le développement en disant en fait on sait pas sur quel thème on va travailler, mais ça serait tellement bien d'avoir Donjon. Mais on était confronté encore à un nom de Delcourt, et au bout d'un moment c'était pas un nom, Flo, c'était pas un nom, c'était justement ce qui était intéressant, c'était bon, Donjon c'est pas forcément dispo parce que il y a d'autres choses qui font que ça va pas le faire pour l'instant. Par contre, nous, Delcourt, on va vous proposer d'autres trucs. Il y a peut-être des jeux que vous voulez faire dans d'autres univers. Ça, c'est dispo. Voilà. Et puis, on discutait, on se demandait des trucs qu'on pourrait faire, ce qui pourrait être intéressant. Et puis, à un moment, dans une réunion avec la personne qu'on a en contact chez Delcourt, ils ont dit, finalement, parce que Flo revenait à la charge régulièrement, et Donjon. Ah non. Là, et finalement, il dit, finalement, il y a peut-être une fenêtre, là. Il y a peut-être quelque chose, parce que, finalement... ce qui pouvait limiter le fait de faire un jeu donjon, c'est peut-être en train de s'ouvrir. Ouais. Donc on peut en discuter, à voir. Et c'est là qu'on a harceler les gens en fait. C'est là qu'on s'est fait première vidéo pour le présenter à Lewis Trondheim et son fils d'ailleurs qui était là aussi avec. Où il disait ok, ça me plaît, faut voir. Mais sur le côté un petit peu l'ambiance de donjon et tout ça, il n'y a pas forcément tout ce qu'il me faut. Ce qui fait que Joachim l'a retravaillé très rapidement, parce qu'il était bien boosté par tout ça, en se disant, ok, il faut qu'on trouve des trucs un petit peu plus dans l'ambiance de donjon, et surtout, moi les blocages que j'avais, parce que, en fait, pour pas faire le détail, mais quand même un petit peu, c'est un jeu dans lequel le gardien du donjon va nous passer une aile de son donjon,
pour qu'on mette des monstres un peu partout, pour agrémenter tout ça et que ce soit un beau foutoir pour les aventuriers. Sauf que dans cette première version-là, qui était plus mécanique, on va dire, il n'y avait pas encore d'aventuriers. Et il n'y avait pas certains éléments un peu plus, pas hasardeux, mais un peu plus chaotiques, si tu veux, sur tout ça. Et par les retours que nous a fait Lewis à ce moment-là, bah, ça a refait retravailler dans le sens de, ok, on veut un truc un poil plus narratif, un poil plus chaotique, etc. Et puis avoir un contre avec ces aventuriers. Et de là est venu quelque chose qui était, finalement, avec cette contrainte qu'on nous a apportée, quelque chose de plus naturel. Et où là, je me suis dit, moi, ouais, ok, là, ça donne un truc vraiment, ça commence à être bien. Et là, on est allé le présenter à Lewis. On est allé chez lui pour Montpellier, du coup, trajet pour aller. C'est ça. Donc, juste pour présenter un jeu en serrant les. Joachim et moi, l'été dernier. En les doigts. Oui, c'est ça. Et puis de là, il a dit, ouais, je suis chaud. On va le faire. On va faire l'illustration, on va avancer dessus. Ok, très bien. Puis voilà, c'était assez marrant parce que dans son attitude, on avait l'impression qu'il n'était pas forcément hyper emballé, alors que non, il était très. Ça me plaît. Beaucoup. Je suis à fond. Oui, c'est ça. Puis vous avez eu la chance d'aller chez Lewis Trondheim. C'est vraiment. Moi, je suis jamais allé chez Lewis Trondheim. Mais oui, rentrer dans son antre d'un dessinateur, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Oui, puis d'ailleurs, il nous a montré certains de ses dessins originaux. Voilà, on était. Joachim d'autant plus en mode fanboy de je découvre tout ça, c'est super. Et puis nous on s'était croisés, Joachim qui est en Belgique, qui descendait dans le sud de la France à ce moment-là, moi je descendais voir Christophe Loras donc pour bosser sur un autre jeu qui s'appelle Le Casse du siècle. Et puis je passais à Toulouse pour faire une vidéo au passe-temps. Je me suis dit bon ben ok, ça se goupille bien, on peut arriver à faire tout ça en même moment. Et puis là où en fait je devais repartir de l'autre côté à 200 bornes de là, finalement avec Joe on s'est regardé, je me suis dit bon écoute on va pas boire juste un verre. Il arrêtait pas de me dire viens avec moi là où je suis pour continuer un peu. J'ai dit ok vas-y je vais avec toi. Je me suis fait 200 bornes avec lui, on s'est passé une super soirée à rêver un petit peu de ce truc là qui était en train de se concrétiser un petit peu quoi. C'était voilà. Ouais, ça a vraiment boosté. En fait on a trépigné jusqu'à espérer se dire ok tant qu'on n'a pas eu un nom définitif et ferme. Et une fois qu'on l'a eu, ça a vraiment donné l'envie à tout un chacun de se dire ok bah maintenant c'est le... L'envie et les solutions de développement aussi, par la même occasion, ça qui est marrant. On avait le thème qui était, et comme disait Pierre tout à l'heure, le thème et le jeu doivent être vraiment corrélés. Et là, on avait vraiment l'univers à foison pour pouvoir dire, ok, bah maintenant... Ça devenait plus naturel. Je crois que tu auras de quoi communiquer sur ce jeu, Caro, parce que là, ça va être chouette. Hein. Franchement, je me régale à la Moi, j'ai hâte. Hein. Je connais pas encore le jeu, j'espère qu'on va le découvrir après. Peut-être tout à l'heure. Jeter un petit coup d'œil, ouais. Et Lewis Trondheim, je le dis, c'est la personnalité qui m'a amené 2 fois à devenir auteur de bande dessinée. Une première fois parce que j'ai découvert ces BD et je me suis dit, ah oui, c'est possible, sans avoir un dessin éblouissant, de pouvoir se lancer avec Le Pays des Trois Sourires. Je sais pas si vous avez lu cette bande dessinée-là, mais moi, c'est la BD fondatrice pour moi. Et une deuxième fois parce qu'un jour il m'a appelé en disant bon ben je suis éditeur, je t'édite. Donc 2 fois la même personne. D'accord. Ouais. Donc là je suis curieux de découvrir de nouveau le jeu. Des 2 côtés de la boucle en fait. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est toujours on a beau tourner tout ça, je pense qu'il y a vraiment des histoires de rencontres et c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui c'est l'essence même de ce qu'est Silex, c'est on passe du temps à écouter les gens, à discuter avec eux, à essayer de comprendre ce qu'ils attendent et ce que nous on peut attendre d'eux aussi, et quand ça match, et ben ça marche très très bien quoi. Ça marche pas toujours, mais au moins on a pris le temps de s'écouter l'un l'autre, et ça c'est vraiment primordial parce que sinon on n'aurait jamais eu Donjon, on n'aurait jamais eu la rencontre Pierre et moi pour avancer, et ça se passe généralement plutôt très vite, j'allais dire, même si ça peut prendre du temps de trouver la bonne solution, mais les décisions sont prises très très vite. Alors, on va continuer avec le thème suivant, le jeu sur lequel j'ai un regret. Et on va commencer par toi, Caro. Eh ben, moi, c'est lui. Hein. C'est Mystic Val. Droit de dire. Un regret pour nous, ouais, c'est ça. Bah oui, j'ai un regret, je veux qu'il revienne à la maison. C'est un jeu que vous n'éditez plus, que vous avez édité au moment où vous étiez distribué par Atalia. C'est ça. Exactement. Et donc, vous avez quitté Atalia, vous êtes distribué maintenant par Asmodée. Ouais. Et le jeu est resté chez Atalia. Donc c'est les plumes qu'on a laissées dans cette séparation, en fait, tout simplement. À contre-cœur, évidemment, mais bon, ouais, voilà. C'est... Oui, ça fait ce qui fait que je bottais en touche quand tu me dis, est-ce qu'il y a encore des Mystic Val ? Ben, je sais pas, parce que c'est... Oui. À contre-cœur, ça nous concerne plus. On a plus notre mot à dire là-dessus, alors que... Et puis c'est un jeu auquel moi je suis un peu attaché quand même, parce qu'il est très très chouette. Il a une originalité qui est forte, un système de jeu plutôt agréable. Le matériel, forcément,
Ça nous fait plaisir également. Pas mal d'extensions qui sont sorties dans sa version originale. Je pense pas qu'elles soient toutes disponibles en version française. En fait, on a fait la première et après... la deuxième est prête. Voilà. Donc le petit regret, je comprends tout à fait ce regret. C'est un jeu qu'on a envie de suivre. De toute façon, on a envie d'en parler, de continuer. Tu as un autre regret? C'est un regret parce que c'est un jeu que j'apprécie particulièrement. C'est Café. Café, c'est un regret parce que je trouve qu'il n'a pas réussi à hauteur de ce qu'il mérite. Moi, je ne connais pas celui-là. Et c'est un jeu que j'apprécie particulièrement parce que je trouve qu'il est petit, il est efficace, il est condensé et en même temps, il permet de réfléchir. Mais on n'est pas obligé de forcément le jouer comme un jeu de réflexion approfondie. Mais il a plusieurs couches et strates. Et mon regret, c'est qu'il a pas réussi à trouver vraiment le public, en tout cas pas à hauteur des attentes qu'on pouvait en avoir. Espéré. Mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est de l'inexplicabilité de pourquoi un type de jeu que je juge extrêmement bon n'arrive pas à avoir le succès ou la reconnaissance qui, à mon sens, devrait pouvoir trouver. Vous avez trouvé une partie de la réponse aussi avec Caro, à la mesure où il faut communiquer sur ce genre de jeu. Moi, je le dis, je ne l'ai pas vu passer celui-ci, du tout. Et quand on a regardé la liste des jeux, je me suis dit, il y en a un que je pensais avoir tout joué ou tout connaître, et non, il y en a un que je ne connaissais pas du tout. Super Café. Ouais. Alors, la promesse de Café, c'est ça hein. aussi qui est chouette, c'est que c'est encore une fois des règles assez simples, mais avec un truc où tu dis, c'est un jeu de 40 minutes, donc évidemment tu le vois comme un filler pour des gros joueurs, mais en 40 minutes, tu vas bien te faire fumer le cerveau. C'est ah oui, d'accord, il y a 8 tours de jeu, et les 8 tours de jeu, tu vas, parce que c'est vraiment de l'optimisation de ta production, de maximiser tes actions, la manière dont ça va, dont ça va tout est avoir malin. un tempo qui va être malin, et tout, voilà, et sans le complexifier avec des grosses règles, ou au contraire sans le simplifier par un truc qui va être trop simpliste, parce que c'est un jeu de 40 minutes, non, c'est 40 minutes intenses. Et c'est chouette ça. Moi, toujours disponible, Café? Il en reste un petit peu encore, plus beaucoup. Hein. Et il part au Québec. Oui. Ouais. Alors oui, pour le coup, on peut en parler un petit peu parce qu'effectivement, on n'est pas les seuls à l'aimer. Et du coup, on a un partenariat qui est en train de se construire avec Momentum Edition au Québec. Et du coup, on a un accord pour pouvoir faire en sorte que Café puisse être maintenant dans une version deluxe, donc vraiment spécifique pour le marché québécois. Donc on va pas trop en parler parce que vous ne voulez pas créer des jalousies sur la France. Mais voilà, il y aura une version de luxe qui va être vraiment dédiée au marché canadien. Donc amis canadiens, québécois particulièrement, vous allez pouvoir avoir une version upgradée améliorée de Café. Voilà. Alors quel est le jeu que tu as choisi, Pierre? Eh bien, on va revenir avec Joachim parce que c'est Colorado que j'ai choisi moi. Ouais. Colorado parce qu'il est sorti en début d'année. Alors encore une fois, forcément, comme c'est un développement de chez nous, c'est un travail de longue haleine et une grosse implication dessus. Donc les attentes ne sont pas les mêmes que quand on a passé un mois à faire une localisation, forcément. Et on avait beaucoup d'attentes sur ce jeu. Et en France, en tout cas pour l'instant, puisque c'est le premier marché sur lequel il est disponible, on se rend compte qu'il n'est pas si connu que ça, qui marche pas forcément énormément, alors que, à contrario, tous les avis sont super bons sur le jeu. Et donc ça fait partie des... comme tu disais sur Café, finalement, des petites incompréhensions qu'on a, à se dire, mais en fait... alors peut-être qu'il y a aussi des choses qui font que le jeu n'a pas été assez attirant d'une certaine manière, qu'on n'a pas assez vendu, mais en tout cas, chaque fois que les gens l'essayent, notamment tu vois ce que tu disais tout à l'heure, ton réflexe c'est de dire c'est un roll and write, ouais. Les gens moi c'est parce que je l'ai pas joué. Hein, non mais c'est normal, non, je veux dire le réflexe que tu as, plein de personnes l'ont. Ils disent c'est un truc and white, donc roll and white. Mais ce call, il change beaucoup de choses. Oui. Et sans y avoir joué, les gens se disent oui, d'accord, c'est une connerie marketing, c'est un autre truc pour dire la même chose que d'habitude, mais c'est un machin and white. D'ailleurs, pendant longtemps, on a dit, entre nous, on disait c'est un and white. Trouvez pas. Et puis au bout d'un moment, on se dit mais on appelle des cartes et on écrit, c'est un call and white, quoi. Voilà, et puis c'est tout, quoi. D'où en plus le titre de Colorado qui a suivi aussi derrière, parce qu'il y avait le jeu mot entre Colorado, enfin voilà, tous ces trucs là quoi. Et en fait, le truc c'est de se dire, en fait, ce jeu, dès que les gens l'essayent, ils le trouvent super, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de novateur et de très différent par rapport aux mécaniques qu'on connaît sur un truc à cocher. Mais à côté de ça, on n'a pas été assez performant d'une manière ou d'une autre pour le faire connaître assez, quoi. Oui, puis le marché est concurrentiel. Le fait que j'y ai pas joué, moi je suis pas content de ça parce que on se prétend expert et capable de voir tous les jeux en avant. Et de nous-mêmes, il y a des périodes où on n'arrive pas à tout voir.
on a la problématique et c'est là que vous voyez qu'il y a une concurrence même au sein des médias, c'est que on chôme pas et les gens le savent, bien sûr. On n'arrête pas d'essayer de tout voir, de tout couvrir, on n'y arrive pas malgré tout. Et là, ça fait partie des jeux à côté desquels je suis passé, j'en suis pas très fier, mais c'est révélateur de cette concurrence. Ouais, bien sûr. Après, en fait, c'est aussi aux éditeurs, enfin nous, c'est la première fois où on vient ici, et c'est essentiel pour nous, pour justement pallier à ça, parce que tu ne peux pas, toi, de ton côté tout seul, regarder tout ce qui se passe, il y a trop de jeux tout le temps, on le voit bien nous de notre côté, aussi en termes de compétition qui est avec les autres, compétition dans le bon sens du terme, hein, c'est pas une compétition malsaine, mais effectivement il y a énormément de produits qui arrivent, et les jeux, il faut qu'ils aient aussi ce temps-là, et c'est important qu'on vienne aussi faire cette démarche-là ici pour pouvoir faire en sorte qu'effectivement tu découvres l'intégralité de la gamme de ce qu'on peut avoir. Hein. Oui, c'est pas évident, et je pense à Joachim Tom, on dit d'ailleurs. Ouais. Nous on dit Tom. Et lui aussi d'ailleurs. Ouais. Bon, alors donc on va se dire on va dire comme ça. On va lui faire confiance. Oui, je pense à Joachim Tom qui a sorti les Tribus du Vent. Les Tribus du Vent, c'est pareil, on n'avait pas eu la boîte le mois de sa sortie, et du coup, j'ai joué celui-ci par contre. Ouais. J'ai joué en prototype longtemps avant la sortie, mais du coup, le mois de sa sortie, on n'a pas pu le présenter. Et après, une fois que le mois est passé, on passe sur d'autres jeux. Donjon, je ne veux pas le louper, par contre. Là, on l'espère. On le voir vraiment en avance, celui-là. C'est les hasards des programmations. Au premier, on viendra. Oui, avec plaisir. Avec grand plaisir sur ce jeu-là. On va passer au troisième thème, le jeu auquel on aurait envie de jouer. Et là, tout de suite, est-ce que vous avez le même choix chacun? On va voir si vous êtes connectés. J'ai même pas fait ça, mais je vais trouver quelque chose. Là, tout de suite... Ouais, mais alors, je vais pas faire le même. On n'a pas le droit de faire le même. On a interdit de faire le même, on avait parlé d'autres jeux. Là, tout de suite. Là, tout de suite, donc nous quatre, on... c'est Amalfi. Ouais. Tu nous as regardé quand on y a joué tout à l'heure. Ouais, j'ai pas fait la partie et j'avoue que là tout de suite on me dit on fait un jeu. Ouais. Déjà parce que c'est le type de jeu que j'adore. Il faut un peu réfléchir et se concentrer un petit peu. Mais c'est vraiment le type de jeu je pense qu'on est vraiment dans le pourquoi est-ce que j'aime être éditeur aujourd'hui. C'est pour faire des jeux comme ça. C'est vraiment un aboutissement de tout ce que j'ai envie de voir sur le marché du jeu expert ou initié plus. Clairement, si on doit y aller, c'est là tout de suite, vas-y go. Il n'y en a pas tellement en France, donc bravo pour avoir osé vous lancer, en tout cas dans cette catégorie de jeux-là également, c'est votre plus gros. Hein. Mais tu sais, avec Dreamscape, oui, c'est dans le même que... Mais en édition... Dreamscape est plus léger quand même. Non, en termes de règles, tu vois, non, finalement, parce que tu sais, il y a une notion de spatialisation et tout dans Dreamscape qui peut perturber. Même si en termes de règles, c'est à peu près équivalent. En termes de manière de se représenter tout ça, le twist que tu disais qui est pas automatique parce qu'on s'appuie pas sur les autres mécaniques de jeu, dans Dreamscape tu l'as aussi. Ouais. Mais encore plus avec ce côté de les limites de arriver à intégrer ce que ça va donner en 3D, tout ça, ça peut perturber aussi pas mal. Donc ouais, c'est un peu dans le même sens. Ensuite. Alors, moi tout de suite j'ai envie de jouer à Colorado. Colorado. Ouais. J'aime beaucoup Colorado et du coup ce sera l'occasion de te le faire découvrir. Oui, j'ai envie de le découvrir. J'espère qu'on va avoir suffisamment de temps. On n'est pas prêt à se coucher parce qu'on enregistre un petit peu tard là. Déjà, on a beaucoup tourné aujourd'hui. Avec plaisir. Oui, c'est un jeu que je trouve vraiment fun. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il met autour de la table. Les gens sont toujours, ils adorent quoi. Ils adorent la découverte de Colorado. C'est vraiment chouette en festival. On a eu des moments super autour de Colorado avec le délire avec les chapeaux et tout, avec Joachim qui est toujours là. Trop chouette quoi. Donc ouais, j'ai envie de jouer à Colorado. Ok, ça marche. Bon, moi j'aurais pu en mettre d'autres, mais on y a déjà joué aujourd'hui aussi. Donc il y a ça. Mais comme on va y jouer juste après, voilà, tu vois, on fait la transition donc directement. Donc j'ai mis Donjon. Puisque c'est bien parce que j'ai envie de jouer qu'on va y jouer. Exactement. Forcément, et puis toi aussi, donc c'est ça. Moi j'ai bien envie aussi. Et voilà, vous avez... J'ai déjà joué à Donjon ? Non. Non, il faut absolument qu'on y joue. Voilà, c'était pour notre petit jeu des enveloppes et on a balayé un petit peu les jeux qui vont sortir. On a parlé déjà tout à l'heure de Discordia puisque on a parlé de votre collaboration avec Bernd Eisenstein, je vais arriver à prononcer son nom. On a très peu parlé de Mosaïque, donc on va terminer cette vidéo en parlant un peu de Mosaïque, qui est une belle grosse boîte. C'est une localisation. Oh là là, je vais pas la prendre. Je vais pas la prendre. Elle est monstrueuse cette boîte. C'est pas exactement celle qu'on va avoir dans le commerce, parce que là c'est le Kickstarter. Déjà la première chose c'est on va communiquer sur toutes les personnes qui attendent le jeu parce qu'ils ont participé au Kickstarter. Déjà merci de la patience parce que sachez que c'est pas dépendant de Silex. C'est important de le dire aussi. Oui, c'est pas vous l'éditeur de base de ce jeu. Parce qu'on le fait la localisation aussi.
mais c'est pas dépendant de Silex pour c'est un jeu sur lequel il y a un peu de retard aussi. C'est un jeu qui va arriver alors qu'il aurait dû arriver il y a à peu près un an, donc oui, un petit peu de retard. J'ai tendance à dire que c'est classique, hein, je crois, malheureusement. En cette période, les Kickstarter ont tous pris un an de retard. Alors, ça se décoince un petit peu parce qu'il y a eu des grosses problématiques de transport. Après, pour le coup, c'est pas les excuses qu'on peut donner vraiment sur Mosaïque. Après, voilà, il ne s'agit pas de rentrer dans le débat du pourquoi, du comment. Les faits sont qu'il a un an de retard. Les excuses, en fait, il n'y a pas à en chercher. Il a un an de retard, point. Ouais. À partir de là, aujourd'hui, c'est vraiment la partie importante, c'est qu'il sort des usines, il est parti en bateau. Et il va arriver à la fois dans sa version Kickstarter auprès des backers, et il va arriver d'ici un mois et demi, le temps de faire tout l'emballage pour que chacun le reçoive correctement en état, en version boutique, donc boîte plus réduite, un peu moins de matériel, mais même plaisir de jeu, parce qu'on a exactement le même matériel dans les deux boîtes, au-delà de ce que la version Kickstarter. Les changements sont cosmétiques en fait, c'est juste bien sûr, figurine, pas figurine. Oui, on a le même matériel, on a le même contenu ludique, on va dire, à l'intérieur de boîte. Par contre, c'est pas le même matériel en termes de tuiles et puis de correction. Voilà. Donc c'est un jeu qui arrive, c'est un gros jeu. On le voit à la taille de la boîte qui nous emmène autour de la Méditerranée. On a parlé longuement de notre goût pour les jeux autour de la Méditerranée. Tous ensemble. On part au Colorado des fois. Ouais. Vous avez une tendance western aussi dans vos jeux. Parce que le Colorado, c'est pas le seul. On a des pionniers aussi, donc c'est soit western, soit Méditerranée. On a bien compris comment ça fonctionne. Et c'est un jeu de Glenn Drover dans lequel, alors, on fait pas de mosaïque. Non. C'est pas dans un jeu dans lequel on va prendre des petites tuiles pour composer une magnifique mosaïque. C'est la mosaïque de tout ce qu'on a fait qui va composer notre civilisation. Oui, c'est une vision un peu poétique. On peut quand même créer une mosaïque sur la map. D'accord. Ouais, non, je pense que c'est vraiment plus abstrait que ça sur le côté de toutes les composantes qui vont créer notre civilisation. C'est cette mosaïque-là dont il est question. Alors, on a fait une petite vidéo, on vous montrera tout ça sur la chaîne. De toute manière, vous allez pouvoir découvrir le jeu. Peut-être en tomber amoureux, et puis parce que c'est vraiment le genre de jeu, moi j'ai pas encore joué à celui-ci, parce que là on a juste eu l'occasion de le découvrir, mais c'est le genre de jeu où j'ai vraiment envie de passer un petit moment à la table, parce qu'on a le plaisir aussi de voir une belle carte, de voir un beau matériel, et de se plonger donc, dans une aventure. Moi c'est peut-être le jeu que j'aurais choisi aussi dans le j'ai envie d'y jouer là maintenant, parce que là clairement vous m'avez mis l'eau à la bouche. Il faut que je fasse la partie. Et alors, faut pas se laisser impressionner par la taille de la boîte, parce qu'effectivement, avec ce pléthore de matériel, cette boîte énorme, on dit que ça va être un truc super compliqué, mais la promesse du jeu, et ce qu'il atteint, c'est d'arriver à faire un jeu de civilisation qui va jouer en quelque chose autour de 2 heures, sachant qu'on peut jouer jusqu'à 6 joueurs en plus, et avec quelque chose de déphasé, où en fait on a une seule action par tour, ce qui fait que ça fait un truc très dynamique. Enfin, tu l'as compris dans l'explication de tout ça. On n'est pas dans des trucs avec des lourdeurs à l'ancienne, justement, qui se décomposent énormément. Ça tourne vite, les règles sont assez simples, il y a beaucoup de choses, mais tout est assez simple. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Enfin, ça va dans le même sens. Tu vois, quand tu me posais la question sur la ligne éditoriale, c'est pas vraiment une ligne éditoriale, mais il y a des critères qui sont similaires dans ces atteintes de arriver avec quelque chose qui est à peu près simple en termes de règles, d'avoir avec des complexités de jeu et de la rejouabilité, des plaisirs de jeu intenses, qui ne serait pas juste un jeu léger à la fin. Alors on arrive à la fin de ce canapé, on va terminer avec un tout petit jeu rapide qu'Aline nous a préparé. Elle a fait des mosaïques. Du coup on parle de mosaïques, on termine avec des mosaïques. On va compter les points, on va voir qui est le plus malin d'entre vous, le plus observateur. Je vous demande de deviner le jeu dont il s'agit. Pour l'instant c'est pas très précis, mais je peux améliorer si vous trouvez pas la première image. Discordia. Alors. C'est un jeu de chez nous quand même. Faut identifier ce dont il s'agit. Mystic Veil. Vous pouvez dire ce que vous voulez. J'améliore. Est-ce qu'on est sur Discordia? Est-ce qu'on est sur toujours sur Mystic Veil. Ouais, peut-être. Et effectivement, il s'agissait de Mystic Veil. Bravo, tu marques le premier point. Point. Attention, hein. J'ai un avantage, hein. Je me bouffe plus facilement toutes les couleurs, les trucs en plein écran. Donc les composantes, ça peut aider. Hein. Alors, est-ce que vous arrivez à identifier cette image? Il y a un peu toutes les couleurs en plus. J'aurais tendance de couleurs là. J'aurais tendance à dire Discordia, moi, pour l'instant. Moi aussi, je serais partie sur Discordia. Mais bon. C'est clair. Il a répondu avant, hein. C'était bien Discordia, mais c'était ça, de Discordia. Donc, ah oui, bon, alors là, c'est beaucoup plus facile. Attention, épreuve de rapidité. Mosaïque.
Amalfi. C'est... Alors, voilà, là, ah mais non, c'est Amalfi. C'est Amalfi. Allez, je dézoome. Ouais. Et effectivement, c'était Amalfi. Donc, on a... J'ai 0 point. 1 point pour Florian, 2 points pour Pierre. Mais non. Et presque des points pour Caro. Là, Aline a proposé ça, mais je pense que ça sera très compliqué. C'est juste, si tu le trouves... C'est Momiji, tu crois? Non, c'est Momiji, ça. Possible, ouais. On vérifie l'image finale. Ouais. Bravo! Ouais. Eh ben, bien joué, Caro. Un point. Ah. C'est quand même toi qui gagne, Pierre. Ah bah, fallait bien que je gagne un truc dans la journée. Bravo. Bravo, oui, parce que tu n'avais pas beaucoup gagné. Ah, c'est clair. Heureusement que tu as fait ça. Tu auras une occasion de te rattraper sur Donjon, parce qu'on va y jouer juste après. Je vous remercie beaucoup d'être venu sur le canapé d'un monde de jeu, d'avoir présenté Silex, d'avoir passé un petit moment ensemble pour pouvoir discuter de tout ce qu'il y a derrière cette maison d'édition. Maintenant, vous la connaissez beaucoup mieux. Vous ne pourrez pas louper les jeux qui vont sortir en cette fin d'année, Mosaïque, Amalfi, Discordia et tous ceux qui sont déjà sortis dans votre catalogue. Vous les connaissez maintenant. Je suis sûr qu'on a créé des envies. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire les jeux qui vous ont le plus marqué dans le catalogue de Silex ou peut-être ceux qui vous intéressent le plus. On est toujours curieux aussi d'échanger avec vous sur ces sujets-là. Et puis, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup d'être venus. Merci Martin. Merci de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir.